On rapporte que des moines consommèrent une salade de chicorée dans laquelle s'étaient malencontreusement glissées des racines de jusquiame. Après les premiers symptômes d'empoisonnement, lourdeur de la tête, sécheresse de la bouche et du gosier, l'un de ces bougres se mit en tête de sonner matine. Ceux qui étaient allés chanter au chœur ne pouvaient ni lire ni ouvrir les yeux. D'autres priaient de manière désordonnée ou croyaient voir des fourmis courir sur leurs livres. Le lendemain, tous étaient guéris. Extrait de L'Herbier fantastique de Lionel Hignard et Camille Renversade. Que notre usage soit alimentaire, médicinal, magique ou autre, il est essentiel d'écarter toute erreur d'identification avec le végétal, comme en témoigne cet exemple cocasse. Non seulement lors de la reconnaissance en milieu sauvage, mais également lorsque l'on échange des connaissances, des recettes et des histoires les uns avec les autres. Nous allons donc voir ensemble, avant d'aller plus en profondeur dans le sujet des plantes, l'une des bases essentielles de la botanique, la systématique. Cette partie sera peut-être un peu plus scolaire que la suite à venir, mais elle est, je pense, fondamentale à tout travail sérieux. Depuis le début de son histoire, l'humanité a dû identifier les plantes qui l'entouraient, afin d'en tirer profit, en éloignant toute confusion dangereuse, mais aussi pour échanger avec les siens afin de transmettre la connaissance et l'expérience relative aux végétaux. Il ne faut pas oublier que l'homme a énormément voyagé au fil de son histoire et a exploré de nouveaux milieux. Les paysages, eux aussi, ont évolué. Je pense notamment aux grandes glaciations d'Europe, ce qui a provoqué un changement constant de la flore et de la faune, et par conséquent des ressources. Évolution naturelle qui se poursuit encore aujourd'hui, puisque les écosystèmes ne sont pas figés et que le climat et les échanges humains participent encore à ces changements. Dans le Cratyle, Platon résume la pensée d'Héraclite en expliquant que tout est perpétuel devenir, au point qu'on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve. La systématique est l'ensemble des méthodes permettant de classer le vivant. C'est la science qui organise le classement des taxons, c'est-à-dire de groupes, ainsi que leurs relations. Son but est la découverte des ramifications de l'arbre généalogique représentant le vivant. Encore l'arbre. L'étude des modifications survenues au cours de l'évolution de chaque espèce est la description de toutes les espèces. Les activités fondamentales de la systématique sont donc la classification et l'identification. Cette science fait progresser notre connaissance de l'évolution car elle fournit un contexte historique permettant la compréhension de phénomènes biologiques tels que l'adaptation, la spéciation, qui est l'apparition de nouvelles espèces, les rythmes évolutifs, la diversification et la spécialisation écologique, les relations de coévolution entre les hôtes et les parasites, et la biogéographie. Il existe deux classifications distinctes. La classification classique, c'est la classification traditionnelle, basée sur une analyse comparée des caractères morphologiques des espèces, et la classification phylogénétique, basée sur l'étude génétique, et qui rend compte de la parenté entre les espèces. Elle permet de comprendre leur histoire évolutive, qu'on appelle phylogénie. Chaque clade ou groupe comprend un ancêtre et tous ses descendants. Tant que les deux systèmes se suivent, tout va bien. Mais quand ce n'est pas le cas, alors c'est la classification phylogénétique qui tranche en termes de classification, car elle est basée sur des critères moins subjectifs que l'observation visuelle, le séquençage de l'ADN. On observe toutefois la nomenclature en latin, bien que des refontes aient pu avoir lieu. L'histoire de la classification dite scientifique commence avec Aristote, 384 à 322 avant Jésus-Christ, un véritable précurseur qui utilise les concepts de genre et d'espèce pour désigner une entité biologique. Théophraste, 370 à 285 avant Jésus-Christ, qui sera appelé le père de la botanique, établit une classification en 4 groupes: herbes, sous-arbrisseaux, arbrisseaux et arbres. Il détermine 500 plantes et relève certaines différences morphologiques, la corolle, la position de l'ovaire et le type d'inflorescence.
Pline, 23 à 79 de notre ère, naturaliste romain, a écrit une encyclopédie en 37 volumes, dont 9 parlent des plantes médicinales. C'est l'histoire naturelle. C'est un compilateur qui s'appuie sur le système de Théophraste. Dioscoride, 1er siècle après Jésus-Christ, écrit De Materia Medica, ouvrage dans lequel il décrit pas moins de 600 plantes médicinales. Son ouvrage sera une référence en médecine pendant 1500 ans. Je vais maintenant faire un saut dans l'histoire pour alléger un peu le propos. On précisera tout de même que de l'Antiquité au Moyen-Âge, les classifications reposent surtout sur l'utilisation de la plante, ses qualités alimentaires, aromatiques, médicinales ou toxiques. C'est une approche très pragmatique. Je vous renvoie notamment au célèbre Capitulaire des Vilis, fin 8e siècle, début 9e siècle. L'incontournable Carl von Linné, 1707-1778. C'était un professeur de botanique et de médecine à l'université d'Uppsala, en Suède. Il invente une classification basée sur les différences des organes sexuels, autrement appelés fleurs. 24 groupes, ce qui lui permet de classer toutes les plantes de son époque. Puis il regroupe les plantes par taxon, en fonction de présence ou d'absence de critères morphologiques. Il réduit ces taxons à l'usage d'un seul nom latin, afin d'alléger le classement. Les êtres vivants sont ainsi classés autour de 7 niveaux hiérarchiques: règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et enfin espèce. Ce sont la famille, le genre et l'espèce qui vont nous servir le plus pour l'identification. Du côté de la classification phylogénétique, dont je vous épargne l'historique, il faut savoir que le séquençage de l'ADN a abouti à la formation d'un groupe de botanistes, le Angiosperm Phylogeny Group. Ce groupe a publié en 1998 une classification des plantes à fleurs, appelée APG. Puis une nouvelle en 2002, APG2, une nouvelle en 2009, APG3, et enfin la dernière mise à jour en 2016, APG4. Cette classification systématique des plantes à fleurs est la plus utilisée de par le monde, quoiqu'elle cohabite encore parfois avec des systèmes plus anciens dans la littérature. Une plante possède généralement 2 types de noms: son nom vernaculaire, autrement appelé nom commun, et son nom scientifique, c'est le nom latin. Seul le nom latin permet d'identifier précisément une plante. Le nom latin est composé du genre suivi de l'espèce. Exemple, Salvia officinalis, autrement appelée sauge officinale. Une famille contient plusieurs genres, dans lesquels existent plusieurs espèces. Par exemple, le genre Salvia compte plus de 900 espèces, dont seulement une dizaine est indigène en Europe. Vous comprendrez donc que l'appellation sauge est insuffisante pour indiquer de quelle plante on parle. Il faut rappeler qu'un même nom commun peut désigner plusieurs plantes, comme le nom de bouton d'or, qui désigne en réalité plusieurs renoncules différentes: Ranunculus repens, Ranunculus arvensis, Ranunculus bulbosa, etc. Ou encore le terme patte-doigt, qui correspond à 7 espèces selon les régions. A l'inverse, une seule et même plante peut avoir plusieurs appellations selon les régions. Citons pour illustrer le propos la moutarde sauvage, Synapsis arvensis, qui s'appelle Filetella en Corse, herbe blanche dans le Niçois, Ravès en Savoie, chou gras dans le Jura, Galéradéry en Alsace, Helvezen dans le Finistère ou encore Raveluche en Picardie. Vous l'aurez compris, un nom scientifique permet de mettre tout le monde au diapason sur l'identité de notre plante. Et en l'absence de celui-ci, tous les doutes sont permis sur la plante ou sur les produits issus de la plante. Parlons maintenant de pratique et de terrain, car ce qui nous intéresse, c'est pour ceux qui le souhaitent de pouvoir se procurer des plantes à la source, en milieu sauvage. Pour cela, il est indispensable de posséder une flore,
C'est un livre dressant la liste des végétaux présents sur un territoire, contenant des photos ou des illustrations, ainsi qu'une description, l'habitat et la période de croissance. Ces informations peuvent être décisives pour lever le doute. Il faut noter que c'est l'observation de la morphologie des plantes qui nous permettra de les identifier. Une loupe est un outil bienvenu lorsqu'il s'agit d'aller compter les étamines d'une minuscule fleur. La flore et la loupe sont les deux seuls outils nécessaires. J'ajouterai toutefois qu'il est possible d'utiliser aussi la technologie. Je pense notamment à PlanteNet, une application disponible en ligne et de plus en plus performante. Avec votre téléphone et d'après une simple photo, elle identifie bien souvent avec succès la plante en face de vous. Ce qui ne vous dispense pas pour autant d'aller vérifier dans les livres ou sur Internet pour croiser les sources. Obtenir les informations citées précédemment et lever toute ambiguïté quant à l'identification du sujet. Et surtout, en cas de doute, abstenez-vous d'utiliser la plante. Comme nous l'avons vu précédemment, les plantes sont regroupées en familles. Initialement, Linné avait classé les plantes dans différentes familles selon leur type d'inflorescence. Et bien que le séquençage de l'ADN ait quelque peu remanié la classification, dans l'ensemble, l'observation des fleurs reste une indication plutôt fiable de la famille et de la plante, car elle représente un caractère invariable. En effet, au sein d'une même famille, les plantes ont la même structure florale. La taille, la couleur, l'organisation des fleurs sur la plante peuvent varier, mais les fleurs ont strictement la même forme. Le fait d'identifier d'un coup d'œil la famille à laquelle appartient la plante vous fera économiser un temps considérable pour l'identification, car vous écarterez en un instant des milliers de candidats potentiels. Bien évidemment, cela nous contraint à trouver la plante au moment de sa floraison, au moins pour la première fois. Cette méthode ne marche évidemment que pour les plantes à fleurs. Il faut savoir que, pour ne pas arranger nos affaires, les noms des familles botaniques ont subi plusieurs évolutions, et on trouve ainsi plusieurs appellations selon l'époque des sources que l'on consulte. Cela concerne principalement les quelques grandes familles botaniques et s'acquiert assez vite avec la pratique. Le nom des familles est en général dérivé du genre le plus important de cette famille. À présent, voyons quelques notions supplémentaires. La sous-espèce, souvent abrégée SPP, est une catégorie taxonomique immédiatement inférieure à celle d'une espèce. La sous-espèce est utilisée pour classifier des populations d'individus de la même espèce qui, bien qu'ayant la capacité de produire une progéniture fertile, l'isolement, le manque de flux génétique ont pu leur donner une série de caractères distinctifs, qu'ils soient morphologiques, écologiques ou autres. Par exemple, Rubus fructicosus spp, la ronce commune, et Brassica oleracea palmifolia, le chou noir de Toscane. La variété. La variété est un rang taxonomique inférieur à l'espèce. En agriculture, la variété correspond à une population de plantes d'espèces données qui a été sélectionnée et cultivée pour des caractères répondant aux besoins de l'homme. C'est un synonyme de cultivar. Par exemple, Spinacia oleracea matador, épinard matador, ou encore Rosmarinus officinalis corsican prostratus, romarin corse rampant. D'ailleurs, récemment, le romarin a été reclassé parmi les sauges. C'est donc Salvia rosmarinus maintenant. Hybride. Un hybride peut provenir d'un croisement de plantes de variétés différentes, intraspécifiques, ou encore d'espèces différentes, interspécifiques. Ils sont créés par l'homme pour obtenir des caractères particuliers de l'un ou des deux parents. La génétique n'étant pas stable, on devra reproduire chaque année les parents pour obtenir des hybrides de première génération, appelés F1. La seconde génération ne conservera pas les caractères initiaux. L'hybride peut également être stérile s'il est interspécifique. Certains maïs sont génétiquement modifiés pour y insérer des gènes provenant carrément d'autres règnes. Exemple,
le maïs Bt, pour Bacillus thuringis, une bactérie. Je conclurai cette partie en disant que nommer une plante n'est pas lui imposer une étiquette, mais c'est reconnaître la place qu'elle occupe dans la grande conversation du vivant. C'est apprendre à voir ce qui jusque-là passait inaperçu. Et quoi de mieux pour illustrer ce propos qu'une citation de John Muir dans My First Summer in the Sierra. Aucun paysage de la Sierra que j'ai vu ne contient quoi que ce soit de véritablement mort ou terne, ni aucune trace de ce que les manufactures appellent rebut ou déchets. Tout est parfaitement pur et rempli de leçons divines. Lorsque nous essayons de saisir une chose isolément, nous découvrons qu'elle est reliée à tout le reste de l'univers. On en vient à imaginer qu'un cœur semblable au nôtre bat dans chaque cristal et dans chaque cellule, et l'on a envie de s'arrêter pour parler aux plantes et aux animaux, comme à des compagnons de montagne. Nous arrivons maintenant au terme de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie pour les nombreux messages et commentaires que vous m'avez adressés et qui font vraiment très chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode où l'on entrera dans le vif du sujet, peut-être avec un format un peu plus long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt.